Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour une fois de plus, chers amis téléspectateurs, et bienvenue à cette édition spéciale de Notre Santé, votre émission consacrée à l'actualité sanitaire sur la télévision africaine Vision 4. Ce matin, en posture d'invité, nous avons le ministre de la Santé publique du Cameroun, André Mamafouda, avec qui nous allons faire un point d'honneur sur tous les sujets d'actualité concernant le volet santé au Cameroun qui font couler beaucoup d'encre et de salive. Une fois de plus, bonjour monsieur le ministre. Bonjour. Et merci d'avoir accepté de partager ces moments avec tous nos millions de téléspectateurs. Monsieur le ministre, avant d'entrer dans le vif de notre sujet, je vous propose de prendre la première ponctuation de cette émission qui est donc le round-up de la semaine. Nous allons découvrir les différents sujets concernant le volet santé tels que traités par la rédaction centrale de Vision 4. Les fortes pluies sont de retour dans la capitale économique. Avec elles, de nombreuses maladies liées à l'eau et à l'insalubrité. En ces temps pluvieux, on aura les maladies virales, on aura les maladies bactériennes et les maladies parasitaires. Les maladies parasitaires, il y aura des maladies comme les amibes, les ascaridioses, les maladies de l'eau. Les enfants essentiellement souffriront de beaucoup de maladies d'hygiène insalubres parce que les pluies viennent avec de grandes eaux qui ne sont pas toujours propres. Les maladies bactériennes, les enfants feront un peu plus de fièvre que d'habitude. Les enfants vont faire des diarrhées même à cause des infections virales. Par ailleurs, la multiplication des mares d'eau favorise la propagation des moustiques, responsables du paludisme. Les consultations en palu vont bien sûr augmenter parce que c'est une période de froid, c'est une période de moustiques. Comme on sait que les moustiques aiment bien l'eau stagnante, comme on a dit tout à l'heure, d'éviter que l'eau des pluies stagne, les moustiques vont proliférer grâce aux mares d'eau stagnantes que ces pluies apportent. Donc on aura forcément plus de palud que d'habitude. Selon le ministère de la Santé publique, le taux de maladies liées à l'eau et à l'assainissement est de 19% au Cameroun et les moins de 10 ans sont les plus touchés. Il faut éviter que ces enfants jouent sous la pluie, il faut éviter que ces enfants soient mouillés par la pluie, il faut éviter que ces enfants soient légèrement couverts lorsqu'il pleut. Lorsqu'il pleut, il y a du vent. Et quand il y a du vent, il faut bien couvrir les enfants. Il faut que les enfants soient au chaud. Il faut dormir sous moustiquaire pour éviter déjà la principale maladie que cette saison pluvieuse va apporter, qui est le paludisme. Si les gens peuvent creuser des rigoles pour que l'eau circule, parce que l'eau qui stagne, c'est l'eau qui est source de maladies. L'effort d'assainissement est donc recommandé aux populations, car prévenir vaut mieux que guérir. En matière de médecine moderne, l'Inde est la deuxième nation du monde la plus efficace dans la prise en charge des pathologies liées à la neurologie, l'oncologie, la néphrologie et la chirurgie orthopédique. On ne connaissait même pas le Moyen-Orient en termes de politique, en termes de force médicale. Et je peux vous certifier qu'au jour d'aujourd'hui, l'Inde en termes de médecine représente la deuxième nation du monde. Imaginez que les États-Unis évacuent des malades en Inde, que l'Europe évacue en Inde, l'Afrique du Sud évacue en Inde, toute l'Afrique australe, l'Afrique occidentale, tout le monde court parce qu'en réalité, ils ont réussi, à travers une politique attractive, à avoir le meilleur ratio aujourd'hui, qualité et coût. Soucieux de la santé de ces populations, le gouvernement de la République du Cameroun, à travers le ministère de la Santé publique, a tendu la main à la République de l'Inde pour bénéficier de son expertise. Donc nous attendons que nos médecins soient capacités par nos amis indiens, soit sur place, soit en allant en Inde. La deuxième chose, c'est la prise en charge des patients par les éducations sanitaires sur l'Inde. Et la troisième chose, c'est les équipements. Pour la mise en application de ce projet, des experts médecins spécialistes indiens séjournent à Douala. Ils sont venus évaluer l'état des besoins des hôpitaux camerounais. Si, ça c'est vraiment l'une des conditions primordiales. C'est-à-dire l'Inde vient observer tout au moins le niveau de notre développement en termes de plateau technique et même en ressources humaines. Et très rapidement, je suis en train de vous dire que dans peut-être 2-3 semaines, une partie de nos compatriotes spécialisés vont séjourner en Inde pour essayer de voir, comprendre, apprécier et connaître ce qu'il faut faire dans certaines situations spécifiques et particulières. Dans le domaine de la médecine, il est question que l'Inde
transfère sa technologie au Cameroun. Après Douala, l'Inde compte couvrir l'ensemble des hôpitaux du territoire. Mais il faudra que les gouvernements indiens et camerounais s'accordent sur les thèmes de ce partenariat. Nous sommes donc de retour dans ce studio et comme on le disait à l'entame de cette édition, nous recevons aujourd'hui le ministre de la Santé publique du Cameroun, André Mamafouda. Monsieur le ministre, d'entrée de jeu, cela fait 6 mois que l'année 2017 a commencé et les Camerounais et tous nos téléspectateurs aimeraient savoir quel est le bilan. Est-ce que vous avez une sorte de bilan après ce premier semestre? Qu'est-ce que le ministère de la Santé publique a eu à faire? Bon, déjà, merci de l'opportunité que m'offre Vision 4 de parler de certains problèmes de santé. L'actualité au ministère de la Santé est constante, elle est dynamique, elle est des fois inattendue. Dire que je veux faire un bilan serait peut-être présomptueux, mais il y a quand même quelques points majeurs qu'on peut relever. Nous savons notamment que le grand programme spécial décidé par le chef de l'État, à savoir le plan d'urgence triennal, aujourd'hui sur les rails, parce que tout au long de ce premier semestre, nous avons lancé les différents chantiers dans les 8 régions du pays. Et nous savons qu'aujourd'hui, les centres hospitaliers régionaux promis par le chef de l'État sont en construction. Toujours sur le volet infrastructure, nous avons lancé en partenariat avec le gouvernement américain la construction du premier grand centre de coordination des urgences de santé publique. Ce sera un axe important dans la prévention, mais surtout dans la réactivité en cas d'urgence de santé publique. Ce beau projet, nous l'espérons le voir réalisé totalement d'ici 12 mois, tel que nous puissions mieux coordonner nos actions lors des différents événements de santé publique. Nous savons que nous avons adopté divers documents, des documents de politique générale. Nous avons maintenant une politique sur la santé, la transfusion sanguine, de même qu'une stratégie, parce que le don de sang doit absolument être vulgarisé. Nous avons besoin d'au moins de 400 000 poches de sang. Et au stade actuel où nous dépassons à peine 85 000 poches, il est difficile qu'on puisse sauver les nombreuses femmes qui meurent d'hémorragie suite d'accouchement. De même que nous avons tous ces accidentés de la route qui ont besoin du sang. Nous avons également connu d'autres moments forts, à savoir que nous avons présenté le profil sanitaire analytique de notre pays sur l'année 2006. C'est une image forte parce qu'elle permet d'apprécier là où nous avons progressé, là où les efforts sont stagnants et là où nous devons aujourd'hui axer nos efforts. Nous nous réjouissons du fait que l'espérance de vie est maintenant de près de 58 ans, alors qu'il était d'à peine 54 ans il y a 10 ans. Nous constatons une baisse de la mortalité infanto-juvénile, mais nous constatons aussi que des efforts sont à faire en ce qui concerne la mortalité maternelle, donc c'est un axe fort qu'il nous faut privilégier. Nous avons aussi adopté le plan stratégique, non seulement le plan stratégique de la lutte contre le VIH, mais également même le plan, la stratégie sectorielle du secteur de la santé. Cette stratégie sectorielle qui montre la place du dispositif conduisant au renforcement de l'offre de soins. Parce que sur 5,8 milliards, c'est plus de 3,6 milliards qui sont consacrés à cette base qui est la fondation de la couverture santé universelle, à savoir renforcer l'accès aux soins. Et bien entendu, nous avons donc maintenant les piliers de cette CSU, à savoir l'accès aux soins,
qui permet donc de bien clarifier la manière dont on peut prendre en charge les différents cas qui se présentent à nous, de même donc la gouvernance qui chapeaute cette couverture santé universelle. C'est donc un document important qui nous permettra d'aborder cette approche nouvelle qui est le grand challenge décidé par le chef de l'État. Je pense qu'enfin, je ne pourrais pas oublier un axe de partenariat fort et qui renforce notre système de santé, c'est l'ouverture du premier centre ophtalmologique de référence à Obak, qui permet aujourd'hui que les Camerounais n'aient plus besoin d'aller hors de leur pays pour recevoir des soins ophtalmologiques de qualité. Je peux résumer ces quelques axes qui constituent pour nous des réalisations importantes du premier semestre, mais je pense qu'il y a aussi d'autres événements de santé publique que nous avons pu traiter et qui ont marqué ce premier semestre 2017. Merci, Monsieur le ministre. Je vous propose maintenant d'aborder quelques sujets qui préoccupent de nombreux Camerounais et d'ailleurs qui font couler, comme je le disais à l'entame, beaucoup d'encre et de salive. Je préfère que nous commençons par ce sujet-là qui aujourd'hui passionne pratiquement bon nombre. On a vu pas mal de mouvements tout autour. Je parle ici de la couverture sanitaire universelle et d'autres ont souvent tendance à parler de l'assurance maladie. Mais avec vous, Monsieur le ministre, c'est un chantier qu'on entend parler depuis quelque temps. Véritablement, où en est le Cameroun avec la question de la couverture sanitaire universelle? C'est quoi l'assurance maladie? Et c'est quoi la couverture santé? Et puis pourquoi on met le terme universel? L'assurance maladie suppose que vous payez une prime et en contrepartie, la personne sur qui vous avez payé la prime, disons l'assureur, vous permet donc à ce que vous puissiez être couvert ou être remboursé des soins quand vous tombez malade. Cette assurance maladie, elle peut donc être directe, à savoir c'est vous-même qui payez votre prime. Elle peut être indirecte, à savoir que c'est votre employeur qui vous permet d'accéder à des soins. Et souvent, dans la plupart des entreprises privées ou certaines entreprises parapubliques ont soit une prise en charge directe de leurs salariés élargie à leur famille ou soit un dispositif d'assurance maladie. Cette assurance peut être à 100% des frais, à 80%, à 70%, à 50%. Et on dit assurance maladie universelle quand c'est toute la population, à peu près dans l'ordre de 70 à 80%, qui dispose donc de ce moyen de recours lui permettant d'accéder aux soins. C'est quoi la couverture santé? La couverture santé, c'est que vous avez déjà un dispositif de prise en charge des soins sur un espace donné. Cette couverture santé peut être arrêtée sur un département, dans une région ou au niveau national. Et quand on dit couverture santé universelle, c'est d'une part que sur l'ensemble du territoire, on a un dispositif sanitaire. Pour que nous ayons la dimension d'universalité surtout, c'est que nous permettons à ce que la même qualité des soins prodigués au sud soit la même au nord pour la même catégorie de formation sanitaire et pour la même pathologie. Et surtout aujourd'hui dans le concept de couverture sanitaire universelle, ça suppose que tout le monde accède donc à ces soins sans que le pauvre s'appauvrisse. Ça veut dire donc qu'on rend ces soins à sa portée. Ce qui est complètement différent aujourd'hui. Est-ce que parce que j'ai une assurance, je suis sûr que je peux entrer dans n'importe quelle formation sanitaire et obtenir la qualité des soins attendus?
ce n'est pas toujours exact. Voilà donc pourquoi nous disons notre pays est engagé pour qu'il y ait un dispositif de couverture santé universelle. Cette couverture santé universelle, nous la définissons par palier. Nous voulons d'abord avoir un régime de base, à savoir que les soins les plus demandés par les Camerounais leur soient accessibles. Et que ces soins, quand on dit accessibles, c'est-à-dire qu'il y a effectivement la formation sanitaire, il y a le personnel hospitalier, il y a les médicaments. Et cette personne n'a donc pas besoin, pour ces soins, de quitter Mulundu pour venir à Yaoundé. Mais cette personne doit être sûre qu'à Mulundu, elle est soignée de la même manière que une autre personne qui est à Yaoundé. C'est pour cela que ceux qui veulent directement commencer par vendre les cartes électroniques, eux, c'est déjà la gouvernance. Parce que les cartes sécurisées, c'est la gouvernance du système. Ce n'est pas ça la finalité. Au jour d'aujourd'hui, la première conditionnalité est de pouvoir d'abord asseoir donc la présence des formations sanitaires, définir les paquets de soins, s'assurer que le personnel est disponible, être d'accord sur le protocole de soins pour qu'on soigne chaque cas de paludisme de la même manière, être d'accord sur le coût pour que le même coût qui est appliqué à Kousseri soit le même coût qui est appliqué à Mulundu ou à Bafoussam. Et par là donc, nous allons parler d'universalité. Alors, où en sommes-nous? Effectivement, nous avons d'abord voulu connaître les différents dispositifs de recours aux soins qui existent dans notre pays. Deuxièmement, nous nous sommes posé des questions. Est-ce que nous réfléchissons sur un programme mutualisé ou alors un programme fédérateur, c'est-à-dire différentes approches dans chaque région et une fédération de corporations de mutualisation des soins. La décision a été de dire de tout mutualiser et d'avoir un organe central qui va donc organiser cette couverture et qui va permettre à ce qu'en travaillant avec différents acteurs, nous puissions avoir une approche harmonisée. Ayant donc arrêté cette architecture de soins, nous avons décidé de réfléchir sur le panier de soins. Est-ce que tous les soins au Cameroun, dès le premier jour, seront dans ce paquet? C'est difficile. Comment s'assurer que nous arrivons à quelque chose qui soit accessible au maximum de personnes, c'est-à-dire accessible déjà sur le plan financier, sans que ça grève trop le coût de la poche de chaque famille? Est-ce que tout le monde est capable de payer? Nous disons non. Comment est-ce qu'on va faire pour les personnes qui ne peuvent pas payer? Qui va payer à leur place? Parce qu'il faut bien quelqu'un pour payer. Et comment est-ce qu'on va définir que tel ne peut pas payer? Ça veut dire que c'est un indigent qui ne peut rien payer. Est-ce que nous allons vers un taux unique ou bien un taux en fonction du revenu? Est-ce que nous tenons compte des familles nombreuses et des familles célibataires? Donc toutes ces réflexions sont à la base des discussions que nous avons aujourd'hui. Nous allons donc dans les prochains jours nous accorder sur le paquet de soins minimum. Parce qu'aujourd'hui, nous avons achevé une réflexion. On a d'abord identifié près de 1000 pathologies qui pourraient être prises en charge. 1000, c'est sûrement beaucoup. On a une position intermédiaire qui est dans l'ordre de 400. On a une position basse qui est dans l'ordre de 200. Ensemble, donc, nous allons pouvoir apprécier effectivement donc, quelle est la demande de ces pathologies pour arriver donc, à la constitution d'un coût global annuel, à une répartition par rapport aux strates des revenus des Camerounais et à la connaissance que nous avons de ceux qui sont dans le secteur formel et le secteur informel. Et je chute par là le secteur informel. L'universalité suppose que personne ne sort. Ce qui est différent de l'assurance, où vous pouvez payer votre prime cette année et l'année prochaine, vous ne payez plus. L'universalité suppose que dès que vous entrez tous et personne n'est exclu. Donc, il faut donc mettre des mécanismes tels que ceux qui doivent payer
puisse payer. Et si quelqu'un ne paie pas, il soit contraint à payer. Mais en même temps, il faut un dispositif de solidarité. C'est donc une approche complexe qui exige d'aller progressivement. La vitesse que certains veulent imprimer va sûrement conduire à prendre des décisions hâtives qui peuvent faire un effet de boomerang. Et il vaut mieux aller strate par strate, et c'est cette approche-là que nous avons opté. Donc quand certains disent qu'on a déjà pris beaucoup de temps, nous disons aussi, attention, il vaut mieux s'assurer que nous mettons en place un dispositif souple, un dispositif qui ne va pas être un gouffre à sous et qui va créer après des problèmes sociaux. J'espère donc aujourd'hui que par des mots simples, j'ai fait comprendre aux uns et les autres que l'assurance maladie est l'accès aux soins et ça peut être limitatif si on n'a pas une solidarité vis-à-vis de ceux qui ne peuvent pas payer. La couverture sanitaire universelle a l'avantage d'adresser les deux thématiques. D'abord, l'offre des soins, dont les formations sanitaires, les médicaments, les ressources humaines, et de l'autre côté, l'accès aux soins, dont l'une des formes est l'assurance maladie. Il y a également un autre volet qui intéresse tous ceux qui nous suivent à l'instant, le volet justement, la date. Beaucoup se demandent, oui, ça évolue, mais à quand? À quand on pourra peut-être savoir ce que chaque Camerounais devra débourser pour pouvoir bénéficier de cette couverture sanitaire universelle? Oui, le chef du gouvernement, le premier ministre du gouvernement, a instruit la mise en place d'un comité interministériel qui est présidé par le ministre de la Santé et co-présidé par le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, et où nous avons les différents acteurs du secteur santé, de la société civile et autres. Il y a donc un calendrier d'évolution. Nous avons des phases de validation. Nous allons donc valider ce mois-ci, normalement là, d'ici quelques jours, le paquet de soins de base. Nous pensons qu'à la fin du mois de juillet, mi-août, nous aurons évolué dans le costing. Que coûte réellement chaque pathologie traitée? Qu'est-ce que ça coûte exactement? Avec donc ce costing, nous pourrons évoluer vers une estimation du coût global à l'année de ce que ça peut coûter avec l'aide des logiciels et des statisticiens. Nous pourrons donc, par là, tel que j'avais déjà dit en novembre, proposer au gouvernement des simulations et par la suite, au banc du gouvernement, de prendre le relais, parce que malgré tout, il faut savoir qu'il y aura une étape législative. Si nous ne voulons pas que les uns, ceux qui sont nantis, ne payent pas, il faut bien décider que le paiement de ce qui sera arrêté comme taux de contribution soit obligatoire. Et si on dit obligatoire, je suppose qu'on a les moyens de recouvrement forcés. Donc, il faudrait bien que le Parlement se décide là-dessus. C'est une étape importante. Deuxièmement, nous devons bien cerner qu'est-ce que c'est que l'indigence et comment cette personne est dans l'indigence. Ça, c'est également des aspects forts qu'il faudra décider. Il faudrait que nous définissions la manière dont on va recouvrer auprès de l'agriculteur. Il est dans le secteur informel. Et à partir de là, nous devons connaître comment est-ce que ça va se faire, quels sont les acteurs qui seront avec nous autour. C'est donc tout un travail après même celui que le ministre de la Santé va pouvoir décider. Donc le fait n'est pas seulement de dire payer, je ne sais pas combien, 10 000 francs par tête de pipe, et puis du jour au lendemain, c'est effectif. Il y a tout un travail organisationnel et il y aura toute une phase législative. Mais nous pensons que nous évoluons. Nous savons que c'est attendu. Nous devons évoluer et ensemble, nous allons communiquer les différentes phases. Et je pense qu'une visibilité certaine, en tout cas, sur les pré-réflexions, cette visibilité est attendue pour la fin de l'année, en novembre. Et cette date reste l'une des étapes que nous continuons à suivre.
Aujourd'hui, nous recevons le ministre camerounais en charge de la santé publique, M. Henri Mamafouda, et avec lui, nous faisons le point sur tous les sujets qui font couler beaucoup d'encre et de salive concernant le volet santé. Monsieur le ministre, je vous invite à prendre un autre sujet qui fait beaucoup de bruit en ce moment. Nous parlons de l'hémodialyse depuis quelque temps. La presse en parle. On a pas mal de titres là-dessus. On a beaucoup plus le cas de l'hôpital général de Yaoundé qui attire pas mal d'attention. Quelle est la situation exacte des centres d'hémodialyse au Cameroun? La dialyse est une technique complexe. C'est une technique qui n'est donc pas maîtrisable dans tous les grands pays. En ce moment, dans le monde, les premiers 4 grands fabricants de générateurs de dialyse, vous trouvez 2 Allemands, Fresenius et Bibron. Vous trouvez un Suédois, Gambro. Vous trouvez un Japonais, Nipro. Vous notez là que voilà les 4 premiers qui maîtrisent le marché de l'hémodialyse dans le monde entier. Et le leader est Fresenius. Forcément donc Fresenius est présent dans notre pays. Gambro était à l'origine, mais Gambro est ressorti. En plus de Fresenius, nous avons Bibron et nous avons Nipro. Le parc géré par Fresenius est de l'ordre de 80%, celui de Nipro 12% et celui de Bibron 8%. Nous avons en ce moment 89 générateurs de dialyse en service. Nous avons 746 malades souffrant d'insuffisance rénale chronique. Chronique veut dire que leurs 2 reins ne sont plus fonctionnels et que ces malades doivent donc subir des séances de dialyse par semaine. Mais également, ces centres reçoivent les personnes souffrant d'insuffisance rénale aiguë. Aiguë, c'est que le rein est bloqué d'une manière momentanée. On peut donc le remettre en fonctionnement et vous êtes dispensé de continuer la dialyse. Ces centres reçoivent aussi des touristes ou les Camerounais qui sont hors du pays et qui, pendant leur séjour, doivent se faire dialyser. Alors, 9 centres sont fonctionnels dans notre pays. Nous avons 2 centres à Yaoundé, l'hôpital général de Yaoundé et le CHU, un centre à Douala, à l'hôpital général de Douala. Et au niveau des régions, nous avons 6 centres déjà construits et fonctionnels: Boya, Bamenda, Bertois, Ebolova, Garoua, Maroua. Je crois que j'ai cité l'ensemble. Et en ce moment en construction, nous avons le centre de Bafoussam et très bientôt démarrent les travaux du centre de Ngaoundéré. Alors ces centres fonctionnent effectivement, mais il faut savoir que le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, a décidé de rendre les soins de dialyse accessibles aux Camerounais. À titre d'exemple, dans les centres hospitaliers français, centres hospitaliers universitaires français, la séance de dialyse coûte à peu près 150 à 180 euros. 150 000, 120 000. En Suisse, par exemple, la séance de dialyse coûte 500 francs suisses. C'est près de 290 000 francs. Ici, le chef de l'État a décidé que la séance de dialyse coûte entre 4 000 et 5 000 francs. C'est dire donc que la subvention est extra forte. Chaque année, le ministère des Finances inscrit une subvention de l'ordre de 3,5 milliards pour l'acquisition des kits, sans compter donc les nouveaux investissements, parce qu'un générateur de dialyse a une durée de vie de 5 ans qu'il faut renouveler.
Mais le nombre de malades est croissant. C'est le succès de cette politique du président Paul Biya. Et ce nombre de malades fait à ce que vous avez des centres qui sont saturés. Saturés en nombre de malades et qui font donc à ce que, au lieu qu'un générateur travaille 6 heures à 8 heures par jour, des générateurs font du 24 heures sur 24. Donc, utilisé. D'où donc ces pannes que nous avons notées du fait d'une surutilisation de générateurs ou alors même de la perte de certaines composantes du poumon d'un centre de dialyse qui est la salle de traitement de l'eau où vous pouvez perdre des filtres et autres. Je reviendrai là-dessus. De même donc également, nous avons le fait qu'un kit de dialyse n'est pas uniquement composé du rein artificiel. Un kit de dialyse comprend jusqu'à 16 composants. Et il suffit qu'un seul composant soit en rupture pour qu'on ne puisse pas effectuer la dialyse. Et c'est le problème qu'on a noté en ce sens que certains composants ont été plus vite utilisés que d'autres pour des raisons professionnelles diverses ou médicales, parce que vous pouvez perdre des composants rien que quand vous cherchez à placer le cathéter dans la veine de quelqu'un, vous pouvez perdre un certain nombre de composants. Et de même qu'également, certains reins ont été utilisés plus vite que d'autres. Les reins ne sont pas les mêmes quand il s'agit d'enfants, quand il s'agit de personnes adolescentes ou bien quand il s'agit d'adultes. Donc vous pouvez perdre des reins de certaines tailles et vous vous retrouvez en rupture pour ces malades-là. Bref, nous avons eu ces derniers mois des perturbations dans l'approvisionnement des différents centres. Et ces perturbations sont la cause des difficultés que nous avons notées. L'hôpital général de Yaoundé, du fait peut-être que c'est à Yaoundé, a été un cas visible. Mais nous avons quand même eu des tensions très très importantes dans près de 5 centres à 6 centres sur les 9. Bon, nous nous réjouissons que les partenaires, notamment Fresenius Medical Care, aient compris certaines difficultés que nous traversons et en convenant avec nous, il a été décidé d'effectuer certains envois par avion. Pourquoi je dis certains envois? Il y a malheureusement des produits inflammables qui ne sont pas toujours admis dans l'avion, mais qui sont des composants du kit de dialyse. Nous avons de l'acide, nous avons du bicarbonate, qui sont dans des bidons importants de 12 litres, autant d'éléments qui font à ce que certains composants ne peuvent venir que par bateau. Et le bateau prend un certain temps, mais nous nous réjouissons de ce qu'on a pu faire. Et au moment où nous parlons, nous savons que les directives que j'ai données, à savoir refaire un inventaire des composants dans les différents centres, effectuer les mouvements de solidarité en faisant des sessions par centre, en faisant venir certains composants par avion commercial, ça a permis à ce que la dialyse reprenne. Je suis d'avis avec plusieurs que une séance de dialyse n'est pas suffisante. Les normes, c'est que le patient souffrant d'insuffisance rénale chronique ait 3 séances de 3 heures par semaine. Ça fait 9 heures. Du fait du nombre limité de machines, nous avions convenu de faire 2 séances par semaine de 4 heures, donc 8 heures. Et nous avions constaté qu'on arrivait quand même à tenir les patients. Mais là, j'ai été obligé, effectivement, en concertation avec les équipes de dialyse, vu la situation tendue de certains composants, de garder les patients dans une situation de survie en effectuant
au moins une séance de 4 heures par semaine. Je voudrais rassurer les patients que la situation se normalise et que la cadence va être de nouveau régulière. Nous souhaitons que la prise en charge de dialyse s'effectue dans les meilleures conditions, comme pour tous les autres soins qui sont donnés au Cameroun. C'est une directive forte du président de la République et nous nous employons. Nous savons que ce n'est pas des composants qu'on trouve sur le marché, parce que ça ne se vend pas en pharmacie. La dialyse est une technologie fermée et les composants, la plupart sont des composants fermés dédiés à des générateurs précis. Donc ce n'est pas des composants qu'on trouve dans le marché pour dire qu'on aurait pu aller acheter à n'importe quel endroit. C'est un choix donc qui existe dans ce domaine. Nous connaissons donc les contraintes d'un tel domaine qui est pointu, mais nous nous employons à ce que nous puissions donner les meilleurs soins. Donc encore, je remercie la solidarité qui prévaut entre les centres. Je me félicite du sens de responsabilité des malades et je demande à mon personnel de continuer à être très proche des malades, être disponible, être courtois et surtout être très très professionnel. Parce que c'est des personnes fragiles. Je regrette effectivement et j'exprime toutes mes condoléances pour des cas où, du fait direct ou indirect de l'insuffisance des séances, qu'il y ait eu des décès enregistrés. Mais monsieur le ministre, peut-être juste une petite question pour compléter l'information. Tout à l'heure, vous avez parlé des cargaisons qui devraient arriver par voie maritime et par voie aérienne. Alors, est-ce que nous pouvons avoir, est-ce que c'est possible d'avoir des précisions au niveau des délais d'attente, des délais d'arrivée? Si vous avez suivi le communiqué que j'ai signé, j'ai d'abord effectué un mouvement national entre les différents centres. Le représentant du partenaire a fait un déplacement dans un pays de l'Afrique du Nord et a pu ramener en bagage accompagné un certain nombre de composants qui permettent au moment où cette émission passe de constater que tous les centres, y compris les hôpitaux généraux de Yaoundé et Douala, ont repris les séances de dialyse. Maintenant, donc, nous sommes dans l'attente de l'arrivée d'un avion cargo qui aura entre 8 et 10 tonnes de composants. Parce qu'en fait, un kit avec l'ensemble des composants pèse dans les 1,5 kg, 2 kg. Et si on fait venir environ 6 000 kits, on atteint la dizaine de tonnes. Ça coûte cher, mais nous n'avons pas vu l'urgence lésiner sur cette approche qui permet de pouvoir rééquilibrer le dispositif. Mais je voudrais aussi préciser que 10 tonnes, c'est un mois de composants. Donc vous multipliez par 12. Voilà pourquoi des cargaisons plus lourdes viennent par bateau. Et le bateau, c'est un minimum de 3 semaines avec toute la procédure d'entrée dans le port de Douala. Nous savons que dans la deuxième quinzaine du mois de juillet, un premier bateau devrait arriver et nous pensons que nous allons pouvoir équilibrer. Nous souhaitons que la mer soit calme et qu'il n'y ait pas de perturbation et qu'également les procédures au niveau du port de Douala soient également aisées. Voilà ce que je peux dire. Donc le gouvernement, tel que je l'ai dit dans le communiqué, travaille dans le sens de rétablir rapidement la situation. Des dispositions urgentes par voie aérienne ont été prises et sont en train de se mettre en place. Et l'arrivée plus sécurisée par voie maritime de divers composants qui ne peuvent pas toujours prendre l'avion viendront donc compléter le dispositif et nous permettre d'évoluer dans la prise en charge des malades souffrant d'insuffisance rénale chronique. Merci, Monsieur le ministre, pour ces précisions-là. Nous allons prendre un dernier sujet.
d'actualité, peut-être avec une petite virgule. Je préfère que nous prenions juste ça, je considère ça comme une virgule. L'affectation du personnel de santé. Chaque fois, nous savons que comme tout personnel public, il y a des mouvements à chaque moment. Il y a certains qui sont parfois appelés à aller travailler dans des zones un peu plus reculées, et il y a certains qui sont appelés à travailler dans des centres urbains, et cela ces derniers temps a semblé quand même alimenter des conversations, que ce soit dans les réseaux sociaux ou même dans des ménages. Les gens se demandent aujourd'hui comment sont gérées des ressources humaines au ministère de la Santé. Tous les personnels sont recrutés dans l'administration par la fonction publique et par la suite doivent être affectés sur l'ensemble du territoire. On peut être natif du centre, mais appelé à être placé en position de travail à l'extrême nord ou à l'est et vice-versa. Donc, je ne voudrais pas que tous les Camerounais recrutés pensent qu'ils doivent uniquement travailler qu'à Yaoundé ou Douala. Je pense que si on veut tous qu'il y ait une couverture santé universelle, il faut que dans tous les CMA, dans tous les hôpitaux de district, dans tous les hôpitaux régionaux, dans tous les centres de santé, on trouve le nombre de personnel qui est attaché. Donc, forcément, si quelqu'un a commencé à travailler à Douala, le jour où on l'a fait peut-être à Bertoua ou à Yokadouma, la personne peut penser qu'on l'a placé en situation difficile. Mais pensons aussi à ceux qui, directement, ont commencé là-bas. Vous avez même certains qui ont déjà mis une dizaine d'années dans certains coins que nous disons difficiles. Mais j'ai dit aussi qu'attention, c'est le territoire national. C'est des Camerounais qui y vivent. Et le président de la République veut qu'on donne des soins de qualité aux Camerounais là où ils se trouvent, partout où ils se trouvent. Donc je voudrais donc que les médecins, les pharmaciens, les infirmiers, les techniciens médico-sanitaires sachent que, suivant les besoins que nous notons dans les diverses formations sanitaires, nous ne regardons pas le département d'origine pour affecter une personne. On affecte quelqu'un pour que cette personne puisse aller rendre service, servir là où il faut, suivant ses compétences, et pouvoir donner le meilleur de lui-même pour que les Camerounais trouvés en cet endroit, même si c'est un endroit reculé, puissent recevoir des soins de qualité. Mais revenons un tout petit peu sur les plateaux techniques. Les populations recusent toujours, parlent toujours des plateaux techniques, que ce soit en zone urbaine ou périurbain. Nous savons qu'il y a un programme qui a été lancé par vous-même de remettre à niveau certaines structures. Mais, monsieur le ministre, avez-vous une situation, une idée exacte de la situation des plateaux techniques au Cameroun? Merci. Ça c'est également un terme nouveau que les Camerounais aiment utiliser. Le plateau technique. Mais c'est quoi le plateau technique? Le plateau technique est fonction du niveau d'activité que nous attendons dans une formation sanitaire donnée. L'organisation de la prise en charge chez nous est pyramidale. Nous avons le centre de santé. Nous avons, après deuxième stade, le centre médical d'arrondissement. Troisième stade, l'hôpital de district. Quatrième, l'hôpital régional. L'hôpital central ou l'hôpital de deuxième référence. Et l'hôpital général, hôpital de première catégorie. Le plateau technique, dans notre définition, c'est d'abord l'organisation de l'infrastructure, le type de ressources humaines, les équipements qui y sont attachés. Et nous définissons donc ce plateau technique, équipements, ressources humaines, en fonction du paquet d'activités qui est attendu dans cette formation sanitaire. Alors, dans un centre de santé, qu'est-ce qu'on entend par le plateau technique? On va dire que voici le paquet d'activités attendues du centre de santé. Nous définissons qu'il s'occupe de la promotion de la santé, de la vaccination notamment, des petits problèmes, des maladies courantes, de l'accouchement,
de la femme et autres. Et à partir de là, le centre de santé a à sa tête une infirmière ou un technicien médico-sanitaire. En termes d'équipement, doit avoir un microscope et autres, doit avoir des balances pour bébé et autres. Et nous nous arrêtons là. Quand nous passons au centre médical d'arrondissement, dans notre jargon, le centre de santé donne le paquet minimum d'activité, le centre médical d'arrondissement donne le paquet complémentaire d'activité. Et dans le CMA, c'est là que vous trouvez, comme plateau technique déjà, la présence d'un médecin. Le médecin en termes de ressources humaines est le référent. Là où vous allez avoir un centre médical et qu'il n'y a pas de médecin, vous aurez à décrier parce que nous ne pourrons pas, par rapport aux équipements que nous mettons et qui doivent servir aux médecins, pouvoir l'expliquer. Pareil quand vous montez à l'hôpital du district. L'hôpital du district est l'endroit où on doit déjà trouver l'imagerie de base. Parce que vous trouvez déjà, en plus du médecin généraliste, un certain nombre d'autres corps qui y sont. Parce qu'au centre médical, vous pouvez poster un seul médecin ou 2 médecins, 3 médecins en fonction de l'agglomération. Donc, le plateau technique est fonction de chaque catégorie. Maintenant aussi, nous avons un problème d'exigence. Aujourd'hui, je suis d'accord avec vous, tous les hôpitaux du district n'ont pas l'imagerie de base standard, à savoir une table os-poumon ou l'échographe, qui constituent pour nous des éléments importants, de même que une couveuse, tel qu'on le dit grossièrement, globalement. Donc, nous résumons en disant que nous devons pouvoir apprécier le niveau d'activité, apprécier donc les ressources humaines qui permettent de conduire cette activité et les équipements d'imagerie, de laboratoire ou d'autres instruments de prise en charge, notamment pour la grossesse. Par exemple, au niveau de l'hôpital de district où on réfère déjà les cas d'accouchement par césarienne, ça suppose un bloc opératoire qui fait toujours partie du plateau technique. Donc, les uns et les autres ont limité le plateau technique à certains types d'équipements, mais j'ai voulu montrer que voilà en fait le plateau technique que nous devons nous attacher à voir. Maintenant, donc, vous avez raison. Nous n'avons pas encore la totalité des équipements, comme nous n'avons pas toujours la totalité des ressources humaines, comme nous n'avons pas la couverture nationale, puisque vous avez encore des endroits où quelqu'un dit je fais encore 30-40 km avant d'avoir une formation sanitaire à m'apporter. Nous sommes un pays qui va vers l'émergence, donc nous ne pouvons pas demander d'avoir la plénitude des autres qui ont déjà atteint ce stade. Ayons confiance donc au programme qui est en train de se mettre en route. Aujourd'hui, le chef de l'État a décidé d'éviter les déplacements des populations des villes intérieures vers la capitale. Voilà pourquoi il a décidé que des soins de haut niveau doivent être donnés, ces soins qui étaient donnés qu'à Yaoundé et Douala. D'où la construction des centres hospitaliers régionaux qui vont constituer le haut de la pyramide dans chaque région. Mais cela ne veut pas dire qu'on néglige la base. Voilà pourquoi chaque année nous continuons à construire les centres de santé intégrés, à construire les centres médicaux d'arrondissement, notamment en ajoutant les pavillons mères et enfants pour mieux consolider le paquet d'activités attendues des centres médicaux d'arrondissement ou des hôpitaux de district. Nous sommes en ce moment sur un programme d'harmonisation de l'imagerie de base dans tous les hôpitaux de district. Nous espérons effectivement que nous allons pouvoir conduire ce programme rapidement parce que ce programme participe de l'efficacité que nous aurons au niveau de la couverture sanitaire universelle. Donc il faudrait que dans chaque hôpital de district, nous ayons une table os-poumon, nous ayons un échographe, que nous ayons un incubateur pour nouveau-nés, pour que la prise en charge soit complète et qu'à ce niveau-là, on puisse résoudre tous les problèmes de la mère et de l'enfant et de bien prendre les complications obstétricales. Et progressivement, nous allons donc
assurer ces références contre références que nous attendons de la base vers le sommet. Voilà donc ce que j'ai voulu dire, seulement en voulant retenir que la perfection n'est pas de ce monde. Notre pays est en voie d'émergence dont nous ne pouvons pas tout avoir partout. Et que chaque formation sanitaire a un niveau de capacité. Et c'est ce niveau-là qui est celui qui est mis en œuvre. Vous savez que les grands reproches qu'on a eus, par exemple, lors de ce jour malheureux du 21 octobre, où il y a eu ce grand accident. Et les autres ont dit, l'hôpital de district de Seka a été dans les capacités de prendre les malades. Mais l'hôpital de district de Seka n'a que 80 lits. Et c'est un bon, parce que les hôpitaux de district, c'est entre 50 et 80 lits. L'hôpital de district de Seka n'est pas un hôpital qui pouvait gérer 600 blessés à la fois. Donc, nous n'avons pas compris que l'accident s'est produit à un endroit où la capacité de la structure a été surdépassée. Voilà pourquoi nous avons organisé rapidement, dès que nous avons pu arriver sur les lieux, les blessés vers d'autres centres pour pouvoir alléger la charge de l'hôpital de district des Seka et permettre une meilleure prise en charge. Monsieur le ministre, nous arrivons pratiquement à la fin de cette édition, mais avant de ressortir 2017, nous sommes seulement à la moitié, il nous reste également 6 mois. À quoi est-ce que les Camerounais doivent s'attendre, ou bien quel est le cahier de charge qui vous reste pour les 6 derniers mois? Nous avons un plan d'action qui a été approuvé en début d'exercice pour le département du ministère de la Santé. Nous avons une feuille de route qu'on déroule et nous continuons à la dérouler. Le plan d'urgence triennal pour la croissance est une composante importante. Il faut pouvoir permettre à ce que cet investissement important prescrit par le chef de l'État soit mis en œuvre suivant les règles de l'art et que les délais attendus soient respectés. Nous savons que nous devons continuer la lutte contre les endémies et les pandémies. Et en termes de pandémie, nous devons avoir toujours cette activité qui est parrainée par la première dame, à savoir Vacances sans sida, qu'il faudrait lancer. Et j'espère que les jeunes qui nous suivent vont pouvoir effectivement passer des vacances sans contracter le VIH. Et surtout, je demanderai aux jeunes de continuer à se faire tester parce qu'il est bon que tous les Camerounais connaissent leur statut. Je parle des jeunes parce que c'est le Cameroun de demain, mais je dois aussi penser aux adultes parce que la population des 25-39 ans apparaît aujourd'hui comme la plus infectée et nous devons faire le maximum pour que cette population connaisse le statut et se mette sous traitement. Nous avons encore d'autres champs importants en ce qui concerne la lutte contre le paludisme, où nous allons lancer la chimioprévention, la deuxième campagne dans les régions du nord et de l'extrême nord. Le pays est engagé vers l'éradication progressive du paludisme. Nous savons aujourd'hui que le paludisme dans le nord et l'extrême nord est à transmission saisonnière. Il est donc possible que nous puissions arriver à casser, effectivement, comme on dit, à arrêter la chaîne de transmission du paludisme dans ces deux régions, avec la chimioprévention qui est adressée aux enfants de moins de 5 ans, la cible qui meurt le plus de paludisme. Nous pensons que nous allons pouvoir réussir le pari et ce lancement sera effectif dès la deuxième quinzaine du mois de juillet. Encore d'autres formations sanitaires. Le chef de l'État avait fait la promesse de construire un grand hôpital à rayonnement sous-régional à Garoua. Je suis heureux de dire que nous avons donc atteint le stade d'aboutissement du partenariat qui est engagé avec la Corée et que les travaux seront lancés au cours de ce deuxième semestre 2017. Autant de chantiers que nous allons au fur et à mesure voir ensemble
nous souhaitons que nous puissions tenir notre pays à l'abri des épidémies. C'est pour cela que nous avons une surveillance renforcée dans nos frontières. Je continue à encourager mon personnel en poste dans les districts difficiles de l'extrême nord, parce qu'il ne se passe pas de semaine sans que dans ces formations sanitaires, la secte islamique face à ce que des Camerounais sortent blessés. Voilà des jeunes qui sont en difficulté, des jeunes qui ne parlent pas dans les réseaux sociaux, des jeunes qui ne reçoivent même pas d'encouragement dans les réseaux sociaux, alors que c'est des jeunes qui sont au quotidien et qui doivent sauver des vies. Ils sont dans ces endroits effectivement difficiles et nous continuons à les soutenir. Voilà en quelques mots ce que je pouvais dire. Je voudrais encore dire à tous que le gouvernement fait le maximum. Nous devons savoir que notre économie est en voie d'émergence. Nous devons savoir qu'il est difficile de pouvoir allouer les allocations budgétaires vraiment voulues dans tous les secteurs, y compris le secteur santé. Mais nous nous employons à faire le maximum avec ce qui est accordé au secteur santé pour que nous progressions dans notre bien-être et que nous puissions au fur et à mesure permettre à ce que les Camerounais soient en bonne santé et permettre donc à notre pays de pouvoir aller vers cette émergence attendue en 2035. Merci, Monsieur le ministre. C'est justement avec cette note d'espoir-là que nous allons remettre la clé sous l'opération. Nous disons merci à Félix Messanga pour la réalisation de ce programme. Merci à Pierre Parfait Ndongo. Merci à toute la grande équipe technico-artistique. Merci à mon confrère Benjamin Joe Ebele qui m'a soutenu à la préparation justement de ce programme spécial. Vous allez nous retrouver ensemble dès la prochaine édition. Merci au président directeur général du groupe L'Anecdote, Jean-Pierre Amougou Belinga, pour la coordination et pour toutes les facilités du travail qu'il nous accorde. Quant à vous à la maison, nous vous souhaitons tout simplement bonne fin de semaine et passez des moments agréables en compagnie des programmes de Vision 4 Télévision.